Marie-Antoinette, mais pas la Marie-Antoinette de Sofia Coppola. La vraie Marie-Antoinette, celle dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire dont l'enfant a été drogué, saoulé pour le... Thierry Ardisson n'est plus. Et soudain, quelque chose s'éteint dans le paysage audiovisuel français. Pas juste une voix, pas juste une silhouette longiligne habillée de noir. Non. Ce qui disparaît avec lui, c'est une époque, une façon de dire les choses, frontalement, brillamment, sans baisser les yeux. Une manière d'interroger le monde qui mêlait insolence et élégance, avec cette petite ironie douce amère que lui seul savait manier. C'est étrange, comme certaines figures publiques, quand elles s'en vont, laissent derrière elles une sorte de vertige, comme si une page venait de se tourner, trop vite, trop brutalement. Le palais présidentiel a publié un communiqué sobre, presque solennel. On y parle de silhouette, de style, d'irrévérence. Mais ce que ce texte ne dit pas, et que nous, spectateurs de l'ombre, ressentons profondément, c'est cette chaleur rare qu'Ardisson savait allumer dans le froid des plateaux télé. Cette flamme qui ne brillait pas pour flatter mais pour révéler. Car Ardisson n'était pas un simple animateur, il était un révélateur de vérité, parfois cru, parfois tendre, mais toujours sincère. Il posait des questions cons, qui étaient en fait les plus intelligentes, parce qu'elles nous ramenaient à l'essentiel. Il venait de loin, cet homme, de la Creuse et d'Algérie, des étés bleus de Juan-les-Pins, de cette France en mutation qu'il voulait peindre à sa manière, pleine de sons et de fureur. Dans la pub, il frappait fort. 8 secondes pour tout dire. 8 secondes pour imposer une idée, un slogan, une claque. La paire, Tropico. Qui d'entre nous n'a pas un jour souri en entendant l'un de ces slogans devenus cultes? Ardisson, c'était le génie du raccourci. Celui qui va droit à l'os sans jamais trahir l'intelligence. Puis, il est monté sur scène, ou plutôt sur plateau, armé de son trench et de son regard noir. Il est devenu ce dandy de l'onde cathodique, mi-hôte mondain, mi-inquisiteur souriant. Il ouvrait ses émissions comme on entr'ouvre une porte sur un salon où tout pouvait arriver. Des rires, des larmes, des dérapages, des confessions. Il y avait du danger chez lui, mais un danger excitant. On savait que rien n'était écrit d'avance, que tout pouvait basculer. Quand il recevait Brad Pitt et Balladur, Marilyn Manson et Maître Capello, ce n'était pas pour les juxtaposer dans un effet de style, c'était pour les mettre à égalité, pour les regarder tous comme des humains, avec leurs failles, leurs peurs, leurs vérités. Il n'interviewait pas, il perçait. Il savait que la lumière naît souvent dans les fissures. Et puis il y avait cette fidélité étrange, ce mélange de provoque et de tendresse qu'il portait à ses complices de toujours, Laurent Baffy, Frédéric Becbeder, Elisabeth Quint, une bande de francs-tireurs, de libres penseurs qu'il réunissait autour de lui comme un chef d'orchestre d'un cabaret moderne. Il ne les contrôlait pas, il les laissait exploser, il les écoutait, il les poussait. Et nous, on regardait, fascinés, cette alchimie de verbe et de vérité. Quand il menaçait de tuer son chien si l'audimat chutait, ce n'était pas un gag. C'était une métaphore, celle d'une télévision qu'il voulait vivante, à risque, exigeante. Il savait que le confort est l'ennemi de la création. Il se méfiait des chiffres, mais les dominait. Même ses échecs, il les assumait comme des expériences. Les news, un faux pas, mais balayé, relevé, transformé. Et il a continué toujours, avec Paris Dernière, avec Rive droite, rive gauche, avec 93 Faubourg Saint-Honoré, il a inventé des formats qui ressemblaient à sa pensée. Libre, cultivé, sexy, impertinent. Et puis salut les terriens. Quelle trouvaille! Du punch, du rythme, des voix dissonantes, une agora explosive et salutaire dans un monde trop souvent lisse. Jusqu'au bout, il a cherché. Il a osé. Hôtel du Temps. Il a défié la mort elle-même pour faire revivre Dalida ou Gabin avec de l'intelligence artificielle. C'était audacieux. Certains ont ri jaune. Lui, il s'en fichait. Il avançait. Il creusait. Il essayait. Il n'était pas là pour plaire. Il était là pour dire. Et c'est rare, aujourd'hui. Dans son dernier livre, L'homme en noir, on sentait déjà qu'il se préparait à partir. Il convoquait ses fantômes comme on convoque ses souvenirs. Une émission ultime, une confession finale. Un théâtre de l'âme où se croisaient Jésus, Lady Di et Gainsbourg. Ce n'était pas une mise en scène, c'était un testament. Un adieu stylisé, pudique, poignant. Aujourd'hui, je pense à lui comme à un vieux copain qu'on n'aurait jamais rencontré mais qui faisait partie de nos samedis soirs. Je pense à ces silences soudains,
à ses rires en coin, à ses phrases assassines suivies d'un regard doux. Il incarnait un certain panache français, cette façon d'être insolent sans être cynique, lucide sans être amer, vif sans être méchant. Le président a présenté ses condoléances. C'est bien, mais la vraie reconnaissance vient de nous, les gens. Thierry Ardisson naît avec lui, qui avons aimé ou détesté ses manières, mais qui savions une chose, quand Thierry Ardisson parlait, c'était vivant, c'était risqué, c'était humain. Alors merci Thierry, pour le feu, pour les silences, pour la noirceur lumineuse, et pour avoir montré qu'à la télé aussi, on peut être vrai. Je me souviens encore du jour où j'ai vu pour la première fois Thierry Ardisson à la télévision. C'était un soir d'hiver, la maison sentait le café chaud et les pages de journaux froissées. Il est apparu, à l'écran, silhouette droite, lunettes noires, regard pénétrant. Il n'avait pas besoin de parler fort. Il imposait une présence, une tension presque magnétique. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais on savait que quelque chose allait se passer. C'est cette attente, ce frisson-là, qui a défini toute son œuvre. Ardisson, c'était le battement de cœur d'un média qui voulait encore choquer, séduire, déranger, mais toujours avec classe. Il faut dire qu'il n'était pas un homme d'un seul monde. Il avait les pieds dans le business, la tête dans les lettres, le cœur dans les coulisses. Il connaissait les règles du pouvoir, mais préférait celles de l'impertinence. Il respectait le public, non pas en le caressant dans le sens du poil, mais en le bousculant. Il savait que le spectateur n'est jamais plus intelligent que lorsqu'on le provoque intelligemment. C'est peut-être pour cela qu'il n'a jamais eu peur de recevoir les fous, les marginaux, les saints et les salauds. Tous avaient une place dans sa cathédrale noire. À ses yeux, l'important n'était pas d'être conforme, mais d'être vrai. J'ai eu la chance de croiser, au fil des années, ceux qui ont travaillé avec lui. Ce qui revient toujours dans leurs témoignages, ce n'est pas l'exigence, même si elle était immense, mais la loyauté. Ardisson ne trahissait pas. Une fois qu'il vous avait accueilli dans sa tribu, il vous défendait contre vent et marée, et il n'oubliait jamais combien d'artistes, devenus des monstres sacrés, lui doivent leur première chance. Il avait le flair, mais surtout le courage de tendre le micro à ceux que personne ne voulait entendre. Il aimait les voix dissonantes, les regards tordus, les récits cabossés. Il savait que la beauté naît dans la fissure et que le scandale, parfois, est la dernière forme de vérité. Ses émissions étaient des scènes de théâtre moderne. Il n'y avait pas de décor trop chargé, pas d'effet facile. Juste lui, ses invités et cette tension électrique. Il n'avait pas besoin de crier. Une question, une pause, un silence bien placé suffisait à faire basculer l'instant. Il avait compris, bien avant les autres, que la télévision n'est pas qu'une affaire d'image, mais une affaire de rythme. Il avait le tempo dans la peau. Il pouvait passer d'un éclat de rire à une larme en 3 secondes, et c'était toujours sincère. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière le provocateur, il y avait un immense romantique. Oui, romantique. Un homme blessé peut-être, qui avait appris à se cacher derrière le noir de ses vêtements et l'acidité de ses formules. Un homme qui croyait encore aux fulgurances, aux rencontres improbables, aux miracles de la parole. Il aimait les histoires d'amour, les tragédies humaines, les combats intimes. Il en parlait peu, mais on sentait que chaque confession arrachée à ses invités faisait écho à quelque chose de profondément personnel. Il ne jugeait pas, il écoutait. Et dans son regard, il y avait souvent une forme de compassion. Une compassion rugueuse, pudique, mais réelle. En 2025, lorsqu'il a publié L'homme en noir, on a compris que ce n'était pas seulement un livre, c'était un adieu. Une manière de régler ses comptes, avec tendresse, avec ironie, avec lucidité. Il y convoquait les grands absents, mais aussi ses blessures, ses doutes, ses excès. Il savait que la fin approchait. Mais au lieu de se retirer en silence, il a choisi de mettre en scène son propre crépuscule. Il l'a fait avec panache, à sa manière, comme toujours. Et c'est sans doute ce qui rend sa disparition si douloureuse. Il n'a jamais appartenu à personne, mais il a marqué tout le monde. Aujourd'hui, en regardant les jeunes animateurs tenter de recréer son ton, son style, sa liberté, on réalise à quel point il était inimitable. Pas parce qu'il parlait plus fort, mais parce qu'il pensait plus loin. Il osait. Là où beaucoup se contentent de divertir, lui voulait éveiller. Là où d'autres se censurent, lui ouvrait les vannes. Il ne craignait pas le clash, il l'embrassait.
non pas par goût du conflit, mais par passion de la vérité. Il faut aussi parler de l'homme derrière le personnage. Celui qui, loin des plateaux, se réfugiait dans les musées, écoutait en boucle les Rolling Stones ou Brel, s'émerveillait devant une sculpture ou marchait silencieusement sur une plage de Normandie. Un homme de contraste, à la fois solaire et mélancolique, capable de rire très fort et de s'éclipser sans bruit. On dit souvent que les hommes de télé sont des bêtes de lumière. Lui, c'était une lumière noire, une lumière rare, qui ne vous aveuglait pas, mais vous révélait. À l'heure où les hommages pleuvent, chacun y va de son anecdote. Moi, je préfère garder le souvenir d'un soir particulier. Un soir de printemps, où il recevait sur le même plateau un jeune rappeur inconnu et une ancienne gloire du théâtre. 2 mondes, 2 langages. Et au milieu, Ardisson, qui faisait le pont, qui traduisait, qui reliait. Parce que c'était ça, sa mission. Créer des liens là où il y avait des murs, faire dialoguer ceux qui ne se parlèrent plus, ouvrir les fenêtres, même dans les studios sans lumière. Dans un monde saturé de bruit, il avait choisi l'intensité. Dans un univers où l'on zappe tout, il a imposé la durée. Il savait que la vraie parole prend du temps, que la confidence ne se force pas, qu'elle se mérite. C'est pourquoi il revenait souvent sur certains sujets, parfois au risque de déranger. Il voulait creuser, il voulait comprendre, il voulait faire tomber les masques. Et puis il y avait Béatrice, la femme de sa vie, son port d'attache, celle qui l'a aidé à tenir debout quand tout vacillait. Dans ses dernières interviews, ses yeux s'illuminaient quand il parlait d'elle. Il redevenait presque timide. C'était beau à voir. On aurait dit un homme nu sous l'armure, un amoureux, tout simplement. Et c'est peut-être là que réside le secret de Thierry Ardisson. Il n'a jamais cessé d'aimer. Aimer les mots, aimer les gens, aimer la vie, même dans sa cruauté. Aujourd'hui, il n'est plus là pour nous tendre son micro. Mais il nous a appris quelque chose d'essentiel. La vérité n'est jamais confortable. Elle pique, elle gratte, elle dérange, mais elle éclaire. Et dans un monde où tout est lissé, filtré, formaté, il nous manque terriblement. Alors oui, Thierry, tu étais un orage, un feu, un souffle. Et même si l'écran est noir, ce soir, on t'entend encore murmurer à nos oreilles « Magnéto, Serge ». Et quelque part, dans les tréfonds de Lina ou au cœur de nos souvenirs, une voix se lève, la tienne. Mais le plus bouleversant, peut-être, c'est ce qu'il nous laisse sans le vouloir. Une absence bavarde, une empreinte sonore, une silhouette fantôme dans nos mémoires de téléspectateurs, comme un générique qu'on n'efface jamais. On pensait le connaître, ce Thierry Ardisson. On croyait avoir tout vu, tout entendu. Ses saillies assassines, ses interviews acides, ses silences qui en disaient de plus que 1000 phrases. Et pourtant, derrière le personnage public, il y avait un homme en clair-obscur, pétri de doutes, de douleurs anciennes, de tendresses insoupçonnées. Quand il évoquait son enfance, c'était souvent à demi-mot. La Creuse, cette terre de solitude où l'on apprend vite à se forger seul. Puis l'Algérie, cette mémoire fragmentée, entre les odeurs de jasmin et les cris lointains des tensions coloniales. Ses racines multiples l'avaient circonscrit comme un funambule entre 2 mondes, celui du silence et celui du vacarme. Et peut-être est-ce pour cela qu'il est devenu ce médiateur singulier, capable de donner la parole à tous, des plus extravagants aux plus effacés. Il n'y avait pas de hiérarchie chez Ardisson. Il plaçait le poète et le politique sur la même ligne. Il parlait à chacun avec le même regard franc, sans condescendance. Même lorsqu'il se moquait, c'était toujours avec un fond d'affection. C'est ce qui rendait ses provocations si humaines. Il ne détruisait pas, il dénudait. Et ce dépouillement, parfois cruel, était en fait une offrande, un miroir tendu, un appel à la vérité. Ceux qui ont travaillé à ses côtés racontent souvent les silences de Thierry, ceux d'avant l'émission, ceux du montage, ceux où il observait longuement, sans dire un mot, pesant chaque choix, chaque plan, chaque virgule. Il n'était pas dans la frénésie, il était dans la précision. Certains le disaient autoritaire. C'est vrai. Mais c'était un autoritarisme de passion, de vision. Il voulait que chaque séquence dise quelque chose, que chaque plan compte. Il haïssait le vide. Et puis, il y avait cet amour immense du cinéma. On l'oublie parfois, mais Thierry Ardisson, avant tout, rêvait d'images. Il parlait souvent de Jean Gabin comme d'un frère d'âme, de Dalida comme d'une tragédie sacrée. Il aurait voulu les rencontrer tous.
Il l'a fait à sa manière, en les ressuscitant. Grâce à l'intelligence artificielle, oui, mais surtout grâce à son humanité. Il leur a donné une seconde voix, une seconde vie, et ce n'était pas un gadget, c'était un hommage vibrant. Une manière de dire « Je vous ai aimé, vous m'avez inspiré, je vous rends la lumière que vous m'avez donnée ». Son rapport à la mort d'ailleurs était fascinant. Il en parlait avec légèreté, parfois avec sarcasme, mais au fond, il la préparait depuis longtemps. Son émission rêvée, c'était le dernier plateau, l'ultime confession rompre fantôme. Dans L'Homme en noir, ce livre testament, il avait osé convoquer Jésus, Gainsbourg, Lady Di, Coluche et même Sainte Rita, cette patronne des causes désespérées. Ce n'était pas une provocation, c'était un besoin, le besoin de faire la paix, avec les absents, avec les vivants, avec lui-même. Il se savait fatigué, il le disait à demi-mot, mais il continuait, toujours, parce que pour lui, la retraite n'avait pas de sens. Il n'était pas de ceux qui raccrochent. Il aurait pu partir dans une villa au soleil, mais il préférait les studios mal éclairés, les débats enflammés, les micros ouverts. Il préférait le tumulte. Il vivait dans le frottement. Il respirait dans l'intensité. Et pourtant, dans l'intimité, c'était un homme d'une grande douceur. Béatrice, sa femme, en parlait avec pudeur. Elle disait qu'il pouvait passer des heures à lire du Baudelaire ou à regarder un coucher de soleil. Il n'était pas toujours facile à vivre, mais il savait aimer, intensément, sans détour, avec cette fidélité rare des hommes de principe. Il ne trichait pas. Pas dans la vie, pas à l'écran, pas avec ceux qu'il aimait. Je me souviens d'une anecdote racontée par un technicien. Un soir de tournage, tout le monde était tendu. Le timing explosait, les invités étaient en retard, l'équipe stressée. Et Thierry, au lieu de s'énerver, a soudain baissé la lumière du plateau, a mis un morceau de Bach et a dit « Respirez, on n'est pas en train de sauver des vies, mais on fait quelque chose d'important. » Ce genre de moment, on ne l'oublie pas. Parce que derrière le professionnel rigide, il y avait un poète, un homme de sensation, un artisan de l'émotion. Aujourd'hui, je me demande ce qu'il penserait de l'état actuel des médias. De cette société pressée, saturée de contenu jetable. Je l'entends déjà soupirer. Il aurait trouvé ça triste, mais je crois qu'il n'aurait pas baissé les bras. Il aurait trouvé une manière de surprendre, de déranger, d'émerveiller encore. Il aurait inventé une nouvelle émission. Il aurait rassemblé des artistes, des penseurs, des gamins de banlieue, des profs, des prêtres, des voyous. Il aurait recréé un monde en miniature. C'est ça, sa force. Il ne reproduisait pas. Il réinventait. Il laisse un vide immense. Et pourtant, son héritage est là. Dans chaque interview courageuse, dans chaque format qui prend le risque du silence, dans chaque question qui ose aller trop loin, il a défriché un territoire. Il a montré que la télévision pouvait être un art. Et il l'a prouvé, semaine après semaine, avec une exigence qui force le respect. On parle souvent des légendes, de ceux qui marquent leur temps. Mais Thierry Ardisson, lui, l'a façonné, ce temps. Il l'a sculpté avec ses mots, ses regards, ses silences. Il l'a coloré de noir, pas pour l'assombrir, mais pour le rendre plus intense. Et dans ce noir, il a fait jaillir des éclairs, des étincelles, des vérités que d'autres n'auraient jamais osé dire. Il ne reviendra pas. Mais il est encore là, dans nos souvenirs, dans nos répliques, dans nos vidéos partagées au creux de la nuit. Il fait partie de nous. Il est devenu un de ces visages familiers qu'on croise dans les couloirs de notre mémoire. Un compagnon d'écran, un confident public, un frère de regard. Alors pour tout cela, merci. Merci pour les mots, pour les silences, pour l'audace, pour la tendresse cachée sous la provocation, pour les milliers de moments où tu nous as fait réfléchir, rire, pleurer, pour cette humanité, parfois rugueuse, mais toujours sincère. Et à vous qui regardez cette vidéo, n'oubliez pas, ce n'est pas juste un hommage, c'est une promesse, celle de continuer à chercher la vérité, à oser les vraies questions, à être comme Thierry, profondément, intensément, humain. On parle souvent de l'homme en noir comme d'un personnage public, mais on oublie que derrière ce noir, il y avait une palette infinie de couleurs, des nuances que seuls les plus proches connaissaient, des éclats de tendresse que l'on devinait parfois dans un regard, dans une main posée furtivement sur l'épaule d'un invité ému, dans un silence suspendu qui n'était pas coupé au montage. Thierry Ardisson savait que la vraie émotion, la sincère, ne s'annonce pas. Elle surgit,
Elle déborde, et il avait ce talent rare de lui laisser de la place. Quand on interroge ceux qui l'ont croisé dans l'intimité, une chose revient toujours, son écoute. Ce paradoxe immense d'un homme qui parlait beaucoup, mais qui savait surtout entendre. Écouter les silences, les hésitations, les blessures que l'on cache dans les interstices du verbe. Il ne cherchait pas à guérir, mais à comprendre. Il ne posait pas de diagnostic, il ouvrait des fenêtres. Et dans un monde qui crie de plus en plus, cette aptitude au calme intérieur était précieuse. Elle tranchait, elle dérangeait, elle touchait. Mais au fond, que reste-t-il d'un homme quand l'écran devient de noir, quand le rideau tombe, quand les projecteurs s'éteignent pour de bon? Pour Thierry Ardisson, ce qui reste, c'est plus qu'une œuvre, c'est une empreinte, une manière d'habiter la parole, de l'offrir, de l'empoigner, de la secouer, jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose de vrai. Il a tellement donné de lui-même qu'on ne sait plus toujours où s'arrête l'homme et où commence le personnage. Et c'est peut-être ça, le plus grand mystère, ce flou volontaire entre l'intime et le public, entre la confession et la provocation. Que quand on revoit les émissions qu'il a créées, on comprend qu'il ne cherchait pas simplement à divertir. Il voulait bousculer les codes, faire éclater les carcans, donner de la noblesse à ce qu'on appelait encore trop souvent la petite lucarne. Il refusait le formatage, il haïssait le prêt-à-penser. Il aimait les questions ouvertes, les zones grises, les contradictions humaines. Dans une époque qui cherche des réponses simples, il imposait la complexité. Dans un monde où l'on choisit trop souvent entre le rire ou les larmes, lui offrait les deux, dans la même phrase. Il n'y avait rien d'anodin dans ses silences, rien de superficiel dans ses regards. Quand il vous fixait à travers l'écran, c'était comme s'il vous forçait à vous interroger, sur vous-même, sur les autres, sur le monde. Il faisait de la télévision une expérience, un miroir, parfois cruel, souvent bouleversant, toujours vivant. Je me suis longtemps demandé d'où venait cette intensité, ce besoin presque viscéral de creuser, de déranger, de provoquer. Et puis j'ai compris, c'était une forme d'amour. Un amour maladroit, rugueux, mais sincère. Il aimait ses invités même quand il les piégeait. Il aimait son public, même quand il le provoquait. Il aimait la vie, même quand elle se montrait injuste. Et c'est cet amour-là, cette passion brûlante, qui transparaît dans chaque minute de ses émissions. Il avait ce don rare de faire parler ceux qui se taisaient, de rendre visibles les invisibles, d'écouter sans juger, de mettre en lumière sans aveugler. Il savait qu'un plateau de télévision pouvait être un sanctuaire, un lieu de vérité. Une scène de théâtre où chacun venait jouer son rôle, parfois pour la première fois, parfois pour la dernière. Et quand on l'écoute aujourd'hui, dans ses archives, dans ses livres, dans les témoignages de ceux qu'il a croisés, on entend une voix qui continue de nous parler, de nous interroger, de nous réveiller. Une voix qui ne cherche pas à convaincre, mais à ouvrir les esprits, ouvrir les cœurs, ouvrir la conversation. Dans un monde saturé de contenu sans âme, Ardisson incarnait l'âme du contenu. Ce supplément d'âme, justement, qu'on croyait perdu. Il rappelait à tous que l'audace est une forme d'élégance, que l'intelligence peut être populaire, que la culture ne doit pas être enfermée dans les salons, mais partagée sur les plateaux. Et aujourd'hui, alors que tant d'émissions se ressemblent, que tant de voix s'imitent, il manque cruellement. Pas seulement pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il incarnait. Une liberté, une exigence, une forme de panache. Dans les écoles de journalisme, on parle parfois de lui comme d'un ovni. Mais c'est faux. Il n'était pas un objet volant non identifié. Il était au contraire profondément ancré dans son époque. Il en comprenait les failles, les désirs, les fractures. Il en était le sismographe. Et c'est pour cela qu'il a su traverser les décennies sans jamais devenir obsolète. Il y a quelque chose d'émouvant à voir aujourd'hui les jeunes générations découvrir ces émissions sur YouTube, sur Ina Harditube. Des adolescents qui n'étaient pas nés lors de Tout le monde en parle et qui pourtant se reconnaissent dans cette parole libre, vibrante, dérangeante. Comme quoi, le talent vrai ne vieillit pas. Il se transmet. Et cette transmission, c'est à nous de la poursuivre. À nous, spectateurs d'hier et compteurs d'aujourd'hui, de porter cette flamme, d'oser poser les bonnes questions, d'accepter de ne pas tout comprendre, de chercher encore, de ne pas céder à la facilité, de ne jamais confondre bruit et intensité, buzz et vérité, clash et profondeur. Thierry Ardisson nous a appris que la parole est un acte,
qu'un mot peut blesser, guérir, bouleverser. Il nous a appris qu'un silence peut être plus éloquent qu'un discours, que le noir n'est pas toujours signe de deuil, mais parfois d'élégance, de pudeur, de mystère. Et dans ce mystère, il y avait son cœur. Un cœur peut-être trop grand, trop pudique pour se livrer entièrement, mais qu'il a offert, morceau par morceau, émission après émission, mot après mot. Il n'a jamais crié son amour du monde, il l'a chuchoté. Il l'a murmuré entre deux questions, il l'a glissé dans un regard, dans une pause, dans un sourire à peine esquissé. Aujourd'hui, on pourrait se dire que tout cela appartient au passé, que les temps ont changé, que plus personne ne regarde la télévision comme avant. Et pourtant, il suffit d'un extrait, d'un moment, d'un échange, pour que la magie opère, pour que le noir d'Ardisson devienne lumière. Alors à ceux qui créent, qui écrivent, qui filment, qui racontent, n'oubliez pas. Soyez sincères, soyez courageux, soyez un peu fous, un peu tendres, un peu libres, comme lui. Et à toi Thierry, là où tu es, peut-être attablé dans un bistrot du paradis avec Coluche et Gainsbourg, peut-être en train d'interviewer Dieu ou de refaire le monde avec Mitterrand, on veut te dire une dernière chose. Tu nous manques, mais tu es là, dans chaque phrase vraie, dans chaque regard franc, dans chaque silence qui fait sens. Merci l'homme en noir, pour le feu, pour la douceur cachée, pour l'élégance rebelle, pour la télévision que tu as rêvée et que tu as un peu rendue possible. Et si cette vidéo vous a touché, ne repartez pas les mains vides, abonnez-vous. Car ici, nous ne racontons pas seulement des carrières, nous explorons des âmes, nous redonnons une voix à ceux qui ont marqué nos vies et une place à ceux qu'on croyait oubliés. Chaque semaine, un nouveau visage, une nouvelle histoire, une émotion inattendue. Alors cliquez, rejoignez-nous et ensemble, faisons vivre la mémoire de ceux qui ont su, un jour, rendre nos silences un peu plus éloquents.